Merci beaucoup. Je reçois honorable Mike Moukibaye, coordonnateur Ensemble pour la République, ville de Kinshasa. Nous allons parler de la nation, la République. Nous commençons plutôt. L'actualité reste dominée par la politique comme toujours. Nous prenons cette plainte de l'UDPS contre les forces du progrès. Bon, pas vraiment les forces du progrès, mais certains individus qui se présenteraient des forces du progrès, mais qui ne le sont pas en réalité. Mike Moukibaye, je pense que la santé, ça va. Ouais, je garde ses enfants. Alors, Mike Moukibaye, l'UDPS vient de déposer une plainte, c'est vrai que longtemps décriée par vous, l'opposition, et également le peuple congolais, qui était normalement et logiquement contre cette force du progrès, mais du moins, l'UDPS ne réagissait pas depuis bien longtemps. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui que l'UDPS commence à décrier elle-même la force du progrès? Alors, en liminaire de mon propos, j'aimerais marteler, mettre l'accent sur quelque chose de fondamental. Vous savez, nous sommes dans une bataille politique, où nous nous battons avec les moyens démocratiques, mais lorsque vous remportez des victoires, il faut cristalliser le moment pour que ça reste dans les esprits des gens. Cette démarche de l'UDPS, en fait, est subséquente à un peu, si je peux le dire ainsi, notre capacité aujourd'hui. Et donc, c'est nous qui contrôlons l'initiative. D'accord, c'est de l'opposition. Ben oui, nous contrôlons l'initiative. Comment ça? Nous avons remporté 3 victoires. Je vais les égrener ici, ces 3 victoires, pour que cela reste dans les esprits des Congolais et que ça puisse servir de ferment pour que nous continuions le combat. La première bataille que nous avons remportée à coup sûr à ce stade, c'est la bataille de l'opinion. La bataille de l'opinion. Il est clair qu'aujourd'hui, l'opposition a gagné dans l'opinion. Nous avons gagné. Comment ça? Ça s'est acquis. Il n'y a aucun argument qui est resté dans la mémoire collective, dans l'imaginaire collectif, aucun argument en faveur du changement de la Constitution. Donc aujourd'hui, l'opinion ne consomme pas. Il ne consomme pas parce qu'il n'y a pas un seul argument qui tienne debout. André Mbata n'a pas pu tenir. Il a essayé dans l'espèce, et je dirais même qu'il a été ridiculisé. Ngonda Koyi. Oui, Ngonda Koyi, plutôt, j'ai remarqué comment la journaliste de Top Congo l'a malmené. Kabouya, c'est pas en tout cas son champ d'action quand il s'agit des questions de l'esprit. Il faut le laisser lui en tant que gourou devant ses illuminés sous les arbres. Voilà ce qui sait faire le mieux. Donc ça c'est acquis. Nous avons remporté la bataille de l'opinion. Deuxième victoire éclatante, c'est que plus personne ne nous appelle opposition à plus personne. Depuis un mois, tu as encore entendu cette expression-là? Non, il faut attendre à ce que les présidents puissent se prononcer dans un discours, dans une interview. Et les gens là, la dernière victoire, celle qui a mis Kabouya en difficulté pour qu'il aille maintenant chercher une issue auprès du procureur général près la Cour de cassation, c'est que nous avons travaillé et aujourd'hui nous avons réussi à faire des forces du progrès un fardeau encombrant pour l'UDPS. Nous avons échelonné ce travail-là, nous l'avons étalé dans le temps, des dénonciations. Par exemple, quand nous montions notre... c'est un travail effectué par l'opposition. Oui, c'est un travail. Ce n'est pas des... parce que l'UDPS respecte les lois du pays, l'état des droits. Depuis combien de temps ça dure? Tu as déjà entendu Kabouya dégager la responsabilité de l'UDPS vis-à-vis des forces du progrès? Non, pas du tout. Quand nous montions par exemple notre banderole avec la grande effigie de Katumbi sur le boulevard du 30 juin à Tchangou, nous savions qu'ils viendraient vandaliser. Nous donc l'opposition les piégeons. Oui, ils ne sont pas intelligents, il faut un combat frontal. C'est vrai qu'aujourd'hui nous pouvons répondre frontal, mais nous y allons un peu plus avec des subtilités et des finesses. Donc l'opposition aujourd'hui est plus intelligente. Et sur ce terrain-là, Kabouya, lui, il peut pas. Parce que Kabouya, sa première faiblesse, c'est qu'il ne peut pas crier. Oh non, non. Il ne peut pas produire. Non, Mike Moukibaye. Attendez, c'est ma pensée. Laissez-moi avancer. Laisse-moi avancer. C'est pas ça le problème. C'est pas le problème. Il est plus intelligent et que le président est plus intelligent. Attendez, je ne peux pas entrer dans ce débat-là. Il ne peut pas créer, il ne peut pas produire. Il ne fonctionne qu'en réaction. C'est cela sa première faiblesse. Nous avons compris cela. Il ne fonctionne qu'en réaction.
Mais il faut un stimuli extérieur pour l'y amener. Il faut une action. Il faut le piquer avec une aiguille. De lui-même, non, il ne peut pas réfléchir et produire une pensée. Ah non. Il faut le piquer et là, il fonctionne en réaction. Et en réaction, c'est même pas pour te répondre sur ce plan-là, c'est pour des attaques. Et nous avons compris. Et donc, nous les avons mis en difficulté. Aujourd'hui, l'UDP s'est grillé sur cette affaire de Fort du Progrès. Les milieux internationaux ont fini par comprendre qu'il s'agit d'une milice privée au service de l'UDPS. Et ils sont malins, ils te diront, c'est pas mentionné. Dans les statuts de l'UDPS, mais tout le monde sait que ces forces-là ont toujours affilié à la Ligue de jeunes. Affilié à la Ligue de jeunes. Il y a comme là dans l'UDPS une disposition qui laisse libre cours aux initiatives et c'est dans ces cadres-là que cette structure a été créée. Elle ne date pas de longtemps, hein. Mais ils ne vont pas la réunir aujourd'hui. Donc nous avons réussi. Parce que ce que je vais te dire, c'est quoi? C'est que bien avant que Kabouya se rende chez Firmin Bondé, il y a eu un travail de fond qui a été mené ici. Nous avons eu de longs échanges avec le patron de Human Rights Watch. Il a été ici, nous avons fait un plaidoyer. C'est ainsi qu'à la suite de ces plaidoyers, l'entretien qu'il avait eu avec Félix Tshisekedi, il en est sorti quoi? Que donc Félix Tshisekedi avait tapé sur le doigt à Kabouya. Et Kabouya à l'époque, il y a, je crois, un mois, il s'était désolidarisé. Il a appelé un certain Mousselou publiquement. Mais il s'est fait qu'après cet épisode où Kabouya s'est désolidarisé d'une certaine façon, un peu en ménageant en même temps, alors, il s'est fait qu'il y a eu encore des incidents graves. Vous vous imaginez que des forces du progrès se permettent d'aller assiéger le centre d'Indongue, là où habite les sièges de l'archevêché, vous vous rendez compte ce que ça fait dans le monde? Cette image-là, je ne dis pas que je suis informé que ça s'est fait comme ça. Ça, c'est des images qui appellent les papes à prendre son téléphone et à s'adresser directement à Félix Tshisekedi. Ça peut se faire et que les papes puissent appeler les présidents. L'image la plus grave, c'est celle des motards dans l'une des provinces du Kasaï qui empêche aux fidèles de participer à une messe, qui empêche à un officiant de poursuivre la messe. C'est très grave dans le monde. Vous imaginez, ça Kabouya ne sait pas le mesurer. C'est comme ça que j'ai dit, ça a été un travail de longue haleine. Et aujourd'hui, il est piégé. Ce qu'il a fait, c'est qu'en fait, en réalité, il ne demande pas à la justice d'arrêter les membres du Force de Progrès. Parce que s'il en avait un arrêté, il fallait commencer par celui-là qui s'est permis de donner des instructions au bourgmestre. C'est celui-là le premier à arrêter. Il fallait une plainte individuelle contre lui, ce que Kabouya l'a fait. Kabouya, il est allé dans une opération comme pour montrer à la communauté internationale que nous ne sommes pas, nous ne parrainons pas les forces de progrès. C'est ça le problème, Mike. Mais c'est déjà bon pour nous, c'est une très grande victoire. Et donc, nous continuons à engranger des victoires. Le pouvoir dit c'est ça. Alors, l'opposition, vous avez réussi à infiltrer les forces du progrès. Donc, ceux qui commettent des désordres, des troubles, ce sont des nous avons réussi à infiltrer des forces du progrès. Un jour, j'étais scandalisé d'entendre ces discours-là de la bouche de Peter Kazadi. C'est ça que le pouvoir a dit. Attends. C'est un ancien ministre de l'Intérieur. J'ai dit, monsieur, tu as de telles informations. Moi, je ne les ai pas. Et qu'est-ce qui t'a empêché à l'époque où tu étais en responsabilité, tout ministre de l'Intérieur, d'arrêter ces infiltrés-là? Il a estimé que c'était mineur. Tu te rends compte un peu que c'était mineur? De gens qui délinquaient et tu estimes que c'était mineur. C'est très grave. S'ils ont de telles informations, mais écoute, c'est à eux d'imposer l'autorité de l'État. Vous vous rendez compte qu'un pouvoir, tu te rends compte un peu qu'un pouvoir dit que nous infiltrons. Nous avons infiltré. Donc ils ont des informations. Pourquoi ils ne les arrêtent pas, ces infiltrés-là? Et il y a qu'au Congo où on peut amener le débat public sur des bases aussi légères. Des gens qui sont en responsabilité, qui accusent, mais qui n'agissent pas en tant que l'État. Dites-moi un peu. Parce que quand ils les disent, c'est eux qui gèrent. Ils ont l'info. Mais qu'est-ce qui les empêche? Parce qu'en fait, ça nuit à la vie des Congolais, cette affaire de Force du Progrès. Davantage à l'UDPS elle-même sur le plan de l'image. Et alors, pourquoi vous n'agissez pas? C'est encore grave. En fait, ils sont complices à nous ou au Force du Progrès. Il faut se poser la question. Un tel discours est très irresponsable. Et les journalistes, vous ne pouvez pas laisser passer un tel discours. Mais Mike, vous devez interpeller ceux qui tiennent un tel discours.
Nous avons commencé depuis quand? Et depuis quand ils ont l'information, pourquoi n'ont-ils jamais agi? Depuis que Félix Tshisekedi est en responsabilité, le président de la République, le ministère de l'Intérieur est tenu par l'UDPS. Depuis le début. Et qu'est-ce qu'ils ont toujours fait, ces informations et ces renseignements? Mais Mike, là maintenant, vous dites que c'est une action comme, ainsi de suite. C'est une action comme, mais c'est déjà très bon pour vous. Vous pensez que ça n'ira nulle part? Le procureur ne peut pas traquer certains délinquants, certains chégués, parce qu'en suivant les avocats de l'UDPS, ils disent que il y a des gens qu'on a connus ici à Kinshasa comme des chégueux, aujourd'hui, qui se transforment en force du progrès. Ce sont ces gens-là qui seront interpellés par les services, par la justice. Je t'ai dit que si l'UDPS était déterminé à sanctionner, il fallait commencer par celui-là dont les images sont devenues virales. C'est lui qui a donné des instructions au bourgmestre. C'est pourquoi je te parle d'une action comme. Ce n'est pas aux avocats de venir expliquer les phénomènes, ce n'est pas leur boulot. Leur boulot à eux devait s'arrêter dans le trottoir. Et ici, on les a mis dans le coup de l'action comme, et toi, tu les suis. Tu vas les suivre. Si l'UDPS était déterminée de les sanctionner, elle aurait dû nommément citer. On les connaît. On le connaît ici. Mais ils sont là. Mais quand, par exemple, notre siège à nous a été vandalisé à Tchangou, les images ont circulé, non? Exactement. Et à l'époque, tu as entendu Kabouya s'est désolidarisé, dégager la responsabilité de l'UDPS. Ils ont pensé longtemps utiliser cette force pour faire régner un climat de terreur. Oh, c'était ça. Là, nous avons réussi c'était ça l'objectif. Nous avons réussi à retourner cette approche-là et ça pèse maintenant sur eux. C'est cela. Aujourd'hui, tout le monde peut sortir de chez lui et brandir les drapeaux de l'UDPS en disant que je suis force du progrès, ainsi de suite. Alors, pourquoi ça pourrait engager les autorités de Attendez, mettons-nous d'abord une chose. Les forces du progrès existent-elles ou pas? Elles existent. Sont-elles une force affiliée à l'UDPS ou pas? Elles sont affiliées à l'UDPS parce que ça ne remonte pas à hier. Quand cette organisation a été mise en place, je ne sais pas si déjà Kabouya a été à l'UDPS. Moi, j'étais jeune journaliste, j'ai connu cette organisation. Il y a plus de 20 ans, 25 ans par là. J'étais encore tout jeune journaliste. OK? Donc, il est clair, il est établi historiquement, dans les faits, sociologiquement, qu'il existe une organisation affiliée à l'UDPS appelée Force du Progrès. Cette organisation ne s'est-elle pas signalée dans des actes de violence? Si l'UDPS a-t-elle pris ses responsabilités pour c'est de solidariser ces organisations-là? Non. Elle n'a jamais fait. Jusqu'au jour où finalement, c'est le chef de l'État lui-même qui est interpellé par Philippe Bolopion, qui est le patron de Human Rights Watch. Et c'est cela, en fait, qui les a mis en difficulté. Et remarque même que dans la déclaration de l'Église catholique, elle revient là-dessus, sur la présence d'une milice privée affiliée à l'UDPS. Et tu sais un peu ce que ça représente, la portée d'une déclaration de la Senco. Elle est lue dans toute la chancellerie ici et dans les capitales du monde. C'est cela, c'est qui les a mis en difficulté, mais aussi tout le travail qu'on a fait en amont. C'est cela. Mais Mike, les gens seront en train de réfléchir en se disant qu'il pourrait y avoir un dossier qui pourrait s'ouvrir au niveau de la CPI face aux actes posés par ces forces du progrès. Est-ce que vous pourriez avoir des informations de ces gens? Je n'ai pas des informations de ce sens-là. J'ai entendu ces spéculations. Moi, je ne viens pas réfléchir sur base des spéculations. Mais ça pourrait être possible que... Je ne sais pas. Je n'ai pas reçu de telles informations. Ah, d'accord. Ouais. Alors, on prend... Mike, est-ce l'Église catholique qu'on pourrait... J'ai vu les juristes du côté du pouvoir en train de réfléchir. Si possible, est-ce qu'on pourrait essayer d'amender encore les textes régissant la collaboration entre le gouvernement et l'Église catholique en RDC ou soit non, ce n'est pas un problème régissant l'Église catholique en RDC. Apparemment, l'Église aujourd'hui, attendez, les textes d'aujourd'hui donnent beaucoup plus de pouvoir à l'Église catholique. Attendez. Je ne sais pas qu'ils sont en train de réfléchir comme ça. Tu peux me citer un d'entre eux? Non, je ne cite pas des... Mais ça, c'est de l'Inquisition, ça. C'est des juristes, des juristes. Attendez, ne parlez pas de ces juristes ici que je vois par-ci, par-là, des professeurs d'université qui ont vendu leur conscience. Ne parle pas d'eux. J'ai posé la question à l'un d'entre eux. Je attendez. C'est mix le débat politique. Attendez. Je t'ai dit, c'est de l'Inquisition.
vous allez amender les textes pour dire quoi? Que l'Église n'a plus droit à la parole s'agissant des affaires publiques. Vous allez dire quoi? L'Église en fait attendez d'abord. Ouais. Oui, imaginons, essayons de spéculer autour. Vous allez dire quoi? Elle en fait trop quoi? Quand l'Église fait une déclaration, je vois Kabouya qui s'agite. Et moi, je me dis, est-ce qu'il se prend en sérieux, Kabouya? Qu'est-ce qui était en main? C'est la déclaration de la Senco. Est-ce que c'est la Senco qui lui a envoyé la déclaration? Il a imprimé. Monsieur, pourquoi tu l'as imprimé? Il a imprimé, il n'a plus le temps de la lire. Donc tu n'es pas sérieux quand tu veux dire, ça c'est pas ça. Donc tu ne sais pas qu'il n'est pas sérieux. Tu n'aurais pas dû l'imprimer. Il s'est fait du travail, il a imprimé, il a lu. Et il vient en public, il n'a pas d'argument pour contrer la déclaration de la Senco. Mais quand les autres, moi j'avais dit que plutôt, ils avaient compris que finalement, l'Église a droit à la parole, parce qu'il s'agit d'une doctrine qui remonte à plusieurs siècles. C'est une doctrine du XIXe siècle, la doctrine sociale de l'Église, avec des papes léontais, allons-y. Mais quand maintenant Ejiba dit, je suis favorable au changement de la Constitution, où est le problème? Quand Ejiba mobilise même dans la rue, attendez, où est le problème? Là où, en fait, Kabouya, je me demande si les gens de l'UDPS comprennent ce que c'est la dialectique. Il y a un problème là. Ces règles d'abrutissement dans lesquelles nous sommes plongés depuis plusieurs années commencent à nous faire douter, même sur la simple logique. Mais puisque la Senco ne représente rien, comment l'UDPS a délégué Chilumbaï pour aller là-bas présenter des arguments? Il fallait commencer par là, ne pas envoyer Chilumbaï. Ah, d'accord. Il s'agit d'un rapport de force sociale, vous ne pouvez pas l'empêcher. Vous ne l'empêcherez pas. L'Église est une force sociale, elle agit. Tout autant que Jiba agit, mais pas avec le même impact. Oui, c'est ça. C'est cela le problème, Kabouya, c'est ça. Tu as pensé que Jiba pouvait t'apporter quelque chose. Quand il s'est signalé, il a appelé à manifester pour changement, ça t'a pas indigné. Mais l'impact de l'Église, c'est cela qui te fait mal, M. Kabouya. Et c'est pourquoi tu t'es donné la peine d'imprimer ces documents. Faites sérieux. Et quand on a une responsabilité, c'est comme ça que ces gens ne peuvent pas amener le Congo très loin. Quand on a une responsabilité, il faut se déterminer sur les rapports de force sociale. C'est des rapports sociaux qu'ils ont connus, qu'ils ont utilisés à leur profit. En tout cas, s'ils ne les ont pas utilisés, ils ont profité de ces rapports de ces forces sociales. Mais attendez, nous n'avons pas travaillé par le passé avec l'Église ensemble, avec l'UDPS. Eh bien, qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Oui, mais alors vous avez partenariat. Appelez-le, vous l'avez appelé. Donc vous avez toléré tant que l'Église s'est dressée contre Kabila. Ça, c'était bon. Mais c'est un rapport de force que vous-même, vous avez utilisé. Et maintenant, il ne se retourne pas contre vous. Ce rapport de force-là, lui, il reste constant. Et il rappelle même que depuis 2018, j'avais dit que quand tu as fait des mandats, monsieur, tu passes des témoins. Quel est le problème? Vous avez Ejiba, vous avez Moukuna, vous avez Godempoui. Vous les avez déployés, ils participent dans des spaces et tout ça, même si par ailleurs ils montrent leurs limites dans les débats. Mais Kabouya, où est le problème? Où est le problème? Au départ, même Kabouya, je suis sûr que si finalement les gens n'avaient pas trouvé qu'il n'avait pas été à la hauteur quand il lui-même a dû aller défendre le changement de la Constitution devant les CC. C'est lui qui devait venir en principe même devant l'Église catholique, non? Il était déjà allé chez les CC. Il était allé faire quoi? Tu reconnais qu'il s'agit d'un rapport de force sociale. Et il est incontournable, tu peux crier. Mais si tu ne sais pas le prendre en compte, tu ne peux pas gérer ta société. L'Église ne fait que mettre le point de vue. Je ne peux pas comprendre. Vous allez amender les textes pour dire quoi? Que l'Église n'a plus droit à la parole? Dis-moi. La liberté d'expression, vous allez la limiter? Que oui, ça existe pour le parti politique et pas pour les églises. C'est pourquoi je parle d'inquisition. Et je voudrais bien connaître c'est qui mène cette inquisition. Ça ne passera pas. L'Église doit rester selon le pouvoir. Non. Apprécier l'évangile. Attendez. Et non attendez. C'est dogme que tu relayes d'Augustin Kabouya. Il est énoncé depuis quand? Depuis samedi 20 juin, quand l'Église
publié sa déclaration, ces dogmes-là, ce principe-là ne pouvait pas exister un mois auparavant, quand Ejiba s'est prononcé clairement sur le champ. Moi, j'étais même heureux. Je suis surpris que les médias ne me citent pas. Je disais, ces gens se sont fait prendre à leur propre pied. Je me rappelle. Maintenant qu'ils ont laissé Ejiba entrer en danse, donc demain, je pense qu'ils ne s'offenseront pas de la position de l'Église catholique. Voilà, ils ne comprennent pas ce qu'ils font. Ici, il y a une Église qui prend position, c'est normal. C'est l'impact, Kabouya. Quand tu fais ça, Kabouya, c'est l'impact qui t'a fait mal. Et ça fera encore mal. Et ce qui est bon, c'est que moi, je me dis que moi, Moukébaï, en tant que C64, en réalité, l'Église n'est pas l'allié naturel des C64. Elle est l'allié naturel de certains idéaux. Ah, d'accord. Ah oui. La nuance, c'est quoi? La différence, c'est quoi? Ah ben, si l'Église se rend compte que même que nous tournons le doigt à ces idéaux-là, ah, d'accord. elle ne soutiendra pas. Je comprends maintenant. Oui. Elle est fidèle, loyale à certains idéaux. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans ce que l'Église dit? L'Église catholique n'a-t-elle pas eu la même position face à Kabila? Félix Tshisekedi n'avait-il pas applaudi? N'était-il pas allé aux négociations de la SENCO? N'y a-t-il pas pris part? Ne s'attendait-il pas à être Premier ministre à travers ces négociations-là, à travers les recommandations de ces résolutions-là? Et là alors, c'était que l'Église, une autre? Il y a un problème. Mais ce qui est formidable au Congo, c'est que nous ne sommes pas liés à nos positions, nous ne sommes pas liés à ce que nous disons, le lendemain nous revenons et puis la vie continue, c'est ça le problème. Mike, demain vous au pouvoir, vous serez d'accord à ce que l'Église puisse faire ce qu'elle fait aujourd'hui? Mais qu'est-ce que... Attends, ce qui va d'abord me mettre à l'aise, c'est que, mon cher ami, j'arrive en responsabilité, l'Église va me critiquer sur la gestion, ce qui est tout à fait normal, je suis démocrate, je n'ai pas l'intention de changer de constitution, de marcher sur l'état de droit. Qu'est-ce qui va m'offenser que l'Église prenne position? Et de toute façon, ça ne dépendra pas de moi, que je le veuille ou pas, elle prendra position. Toi, tu crois que Kabou va faire quoi contre l'Église catholique? Dis-moi. Il s'agit, dis-moi. Monsieur Kabou, qu'est-ce que tu peux faire contre? Réellement, il fera quoi? Pose-lui la question, qu'est-ce qu'il peut faire contre? Dites-moi, qu'est-ce qu'il peut faire contre? Il faut lui poser la question. Là, maintenant... Vous êtes en démocratie. Il y a un groupe futur d'une église qui dit « Je ne suis pas d'accord », ça devient un problème. Il y a un groupe qui donne son avis. Mais avant ce groupe-là, il y en avait un autre. Hein? Ouais. Il y en avait un autre qui a même mis en place un cadre de concertation. Ça s'appelle encore comme ça. Concertation citoyenne pour la nation ou quoi? Et Jiba a créé même une organisation pour ce combat-là. Hein? Il a créé une organisation dans laquelle vous retrouvez les Tchombela ici, qui avaient participé à l'appel du CLC. Hein? Nouvelle citoyenneté. Et maintenant, je les vois dans la rue. Mais c'est quoi? C'est ça les problèmes du Congolais. Quand c'était Kabila, Tchombela, lui, il était un farouche opposant au troisième mandat. Et pour ça, il s'est engagé dans le rang du CLC, a participé à l'appel. Et nous avons enregistré des morts ici. Voici Mokendi, Thérèse Kapangala. Et quand le pouvoir change demain, pour ne pas dire des tribus, Tchombela sort du cadre national où nous menions le combat pour se replier dans un réflexe sectaire sur un groupe d'individus à base, je ne dirais pas ethno, non, je ne dis pas, mais sur un groupe d'individus. Vous trouvez ça normal? Alors, Tchombela là, Tchombela, c'est ça à l'aise là, vous dites? Tchombela, te pose la question. C'est que tu fais là. Les gens ne savent pas. Moi, je t'ai vu, Tchombela. Tu sais que les conférences de presse clandestine du CC, c'est mon Québec qui les organise. Ils pensaient que ça ne sera pas rendu public un jour parce que personne ne l'avait vu. Quand le CC lançait les appels, personne ne l'avait vu. C'est cela, non? Tchombela pensait que ça allait rester secret. Puis il était là. Et c'est cela le problème. C'est cela le problème. C'est que Kabouya oublie qu'hier, l'Église a participé à ces combats, sans lui demander son avis. Mais au moins, il avait applaudi pour cette implication-là de l'Église. Et que personne au monde ne peut le comprendre aujourd'hui, que lui, le même Kabouya, vient dire, mais l'Église a fait quoi? Tu sais, c'est ça tout le grand problème.
Quand tu es véritablement démocrate, tu te demandes mais pourquoi toute cette agitation? Quand tu es véritablement démocrate, je ne sais pas si tu comprends. Écoute, moi j'étais venu sur ton plateau ici, non? Quand Ejiba a lancé son appel à la mobilisation, tu m'as vu agiter? Non. Nous avons accepté que Ejiba, pourtant nous sommes opposés. Je ne sais pas si tu comprends. Et d'ailleurs, maintenant là, nous appelons Ejiba à multiplier les activités. Parce que chaque fois qu'il entreprend une activité, c'est à notre faveur. C'est un autobus. Il m'a contre l'autre. Alors, Mike, là maintenant je vous cite les noms. Déjà Marie Kabenge, là, un juriste, qui dit la justice devrait normalement se saisir des évêques, ainsi de suite, parce qu'ils sont en train de commettre des infractions. Quelles infractions? Même des droits communs. Non, lesquels? Faux bruit, ainsi de suite. Quel faux bruit? Les opinions sont devenues... Il appelle la justice. Attendez. Bah oui, mais c'est cela. Mais regarde un autre qui va encore amener Félix sur une pente glissante. Oh, c'est... Mais qui l'ose. Ils sont des intouchables. Mais attendez, mais qui l'ose, non? Ils sont des intouchables. Mais dis donc encore. Mais vous ne comprenez pas comment la société... Ils sont des intouchables. Attends, qui t'a dit ça qu'ils sont intouchables? J'ai dit qu'ils osent, non? Regardez un autre. Des gens qui émettent une opinion. Mais regardez un autre. Mais prenez-le, mais ils sont là. Qu'est-ce que vous attendez? Mais c'est malheureux, hein? Qu'un intellectuel au 21e siècle, tu dis juriste, réfléchit de cette façon. Oui, je comprends. Quand les gens rêvent, quand les gens... Il a participé à l'opération... de quoi d'enrichissement là dans l'affaire Kabila, non? Non, ce n'est pas une opération, c'est un procès. Attends, oui, un procès, mais finalement c'est lui qui a succédé à qui c'est à Constant Moutamba. Apparemment il ne les a pas payés. Exactement. Je crois que c'est cela. Tu as déjà vu un procès quelque part en République démocratique du Congo au terme duquel les avocats s'en tirent avec 3 millions de dollars dans une affaire de droit commun comme ça? C'est pas une affaire de succession, ou peut-être qu'il y a des biens. C'était un dossier sensible, mec. Non, il est sensible en quoi? Il est sensible, Kabila. C'est un ancien président. Attendez, Kabila, allez, non, c'est un ancien président, non, arrête-moi ça. C'est quoi cette affaire? Kabila a le droit si long pour que sous Félix Tshisekedi lui vienne ici intimider les avocats ici. Il faut rigoler, sensible en quoi le procès? En quoi est-il sensible? Et c'est cela. Les gens veulent perpétuer ces systèmes-là. Je tombe à la renverse d'apprendre qu'il a émis une telle idée. Ouais. Ces gens vont pousser Félix Tshisekedi à leur Il a tenu un point de presse hier ou avant-hier. C'est pourquoi tu as dit qu'il ose, qu'il s'engage sur cette pente. C'est terrible. C'est terrible, les gens ne comprennent pas. C'est après tout ce que nous avons vécu sous Kabila. Les gens ne tirent pas des leçons. Qu'un avocat de sa trempe, je pense qu'il a de l'expérience, et il doit avoir 20 ans de barreau par mois, qui viennent faire une telle recommandation au régime. Heureusement que je suis sûr que même Félix Tshisekedi ne les prendra pas au sérieux. Personne ne les prendra au sérieux. Des infractions pour faux bruit. Bon alors, puisque cette déclaration a été signée, on entre combien les évêques? 50? La Cinco? Oui. Je crois bien. Bon, je ne sais pas. Alors. Je dois vérifier. Alors, non, c'est pas le plus important. Ouais. Alors, tu t'imagines que selon cet avocat, moi je ne vais pas citer son nom, Jean-Marie Kabenge, tu t'imagines que le pouvoir décide à la fois de prendre 30 évêques. Est-ce qu'il est sérieux? Attends, je vais te dire, attends. Allons-y. Tu sais, la réalité du pouvoir est tout autre. Hein. C'est pourquoi, quand vous y arrivez, sans expérience, c'est très très grave. Vous prêtez oreille à n'importe qui, à un avocat qui ne comprend pas. Tu sais, dans ces pays-ci, il y a eu un chef d'État qui s'était permis, nous allons Laurent des Écoles, de jeter un évêque au cachot. Je crois évêque de Poma ou tout ça. C'était à l'époque, je pense, du cardinal Etchou. Et tu sais, l'église s'est décidée de sonner la cloche là chaque jour à midi. Au 4e jour, vous avez même sauté leur diplôme. Quelle de cloche à midi chaque jour? C'est vrai des cloches. Ton avocat n'a encore rien compris. Alors,
Bon, attends, c'est des ailés, hein. C'est des ailés qui ne seront pas autour de Félix Tshisekedi demain quand il ne sera plus aux affaires. Ils ne seront plus autour de lui. C'est des ailés. Des ailés. Ouais, des ailés. Alors, Mike Boukebaï, on va changer un peu de chapitre. Là, il y a je ne sais pas parler des révélations. Jeune Afrique qui nous dit ceci. Félix Tshisekedi, bon, moi j'ai mis ce conditionnel, aurait transmis mi-mai sa contre-proposition à Luanda à la place du dialogue inclusif qui était proposé par l'Angola. Kinshasa a proposé l'organisation des États généraux de la refondation de l'État pour le salut de la patrie avec 500 participants, sans Kabila et les groupes armés. Un processus entièrement sous l'égide congolaise dont Tshisekedi serait le premier convocateur et destinataire des conclusions. Les textes évoquent ouvertement un possible changement ou adaptation de la Constitution et l'avènement d'une 4e République avec le maintien de Tshisekedi au pouvoir jusqu'à l'élection d'un nouveau président. D'abord, j'aimerais ouvrir une petite brèche, si le Grand permet. Allons-y. Me permettre une digression. J'ai entendu un argument ici développé par le camp de la majorité sur les funestes projets de changement de la Constitution, de gens qui parlent de Constitution de développement. Même pour y aller les lois, même pour parler des aspects économiques à intégrer dans la Constitution, celle qu'eux envisagent de nous imposer. Je ne suis pas constitutionnaliste, ce n'est pas mon domaine, mais j'ai quand même fait une petite étude. J'ai commencé à remonter un peu l'histoire. J'ai remarqué que la plupart des pays très avancés aujourd'hui n'ont pas de constitution de date récente. Aucun d'entre eux n'a une constitution d'il y a 50 ans. C'est des très vieilles constitutions. Et j'aimerais comment ces constitutions ont pu tenir dans le temps et permis à ce que ces pays-là se développent. J'aimerais un peu que la presse appelle Godin Poyi et tous les autres détenants de la thèse de la Constitution de développement qui nous expliquent comment la Constitution américaine, qui est l'une des plus anciennes, sinon la plus ancienne, qui date de 1789, donc âgée de 237 ans, qui nous explique un peu comment cette Constitution a pu impulser le développement des États-Unis. 237 ans. La Constitution japonaise, elle est de 1947. Donc, elle est âgée de 79 ans. Elle a une particularité, elle n'a jamais été amendée. Jamais. Pas le seul iota n'a été changé. Le Japon est si développé aujourd'hui qu'il nous faut des décennies pour le rattraper, et je ne sais même pas si nous le rattraperons, parce que chaque fois que nous avancerons, lui fera toujours un pas de plus. 79 ans. La Constitution de la Corée du Sud, 78 ans. Ouais, elle est de 1948. Ouais, et puis elle a connu une révision majeure en 1948, mais elle est de 1948. La Corée du Sud est très très avancée. Mais quand vous allez en Corée du Sud, vous vous rendez compte que ce pays est très prospère. D'abord par son PIB. Le produit intérieur brut de la Corée du Sud est de l'ordre de 900 000 milliards de dollars. 900 000 milliards. Donc les richesses que la Corée du Sud produit chaque année dans le domaine des biens et des services. Le tout, tu peux t'imaginer de ce qu'ils produisent sur les investisseurs, les entreprises installées sur le sol coréen, nationaux comme étrangers, les investisseurs, tous, 900 000 milliards de richesses produites par an. Pendant que nous, on ne sait pas, on est encore, je ne sais pas, à 100 ou à 123 milliards. Et d'ailleurs, j'estime que ce sont des chiffres très gonflés. Mais vous regardez, dans cette Corée du Sud, il y a une entreprise qui s'appelle Samsung. Samsung, à elle seule, participe à plus de 20% au produit intérieur brut de la Corée du Sud. Dis-moi, ce que Samsung a pu réaliser pour participer à plus de 20%. Ça veut dire que Samsung produit par an, sur le sol coréen, 20% de 1900. Donc, plus de 3 000 milliards, 300 000 milliards, peut-être que ça me trompe, c'est pas 600 000 milliards. Je n'ai pas le chiffre exact. C'est que Samsung apporte comme contribution aux richesses nationales chaque année. Dites-moi, ça c'est le cerveau humain des Sud-Coréens ou la constitution coréenne qui a créé ça?
cette richesse de Samsung. Mais Mike, laisse-moi avancer. Non, attendez. Ne me parlez pas de contexte. Le contexte de production de richesse, il est le même. Vous avez votre pays, vous produisez vos richesses, peut-être pas à la même hauteur. Ne me pose pas une question qui va m'interroger sur tes capacités de journaliste. Ne me dis le contexte est le même. Cette entreprise est partie de zéro pour arriver à 600 000 milliards ou je ne sais combien, je n'ai pas les chiffres exacts. Ça, c'est la Constitution. Maintenant, je parle davantage de Samsung. Une anecdote, mais qui va vous montrer quand vous parlez de développement, c'est qu'ailleurs, les gens prennent comme approche de développement et c'est que vous pensez de développement ici. Je reviens sur une anecdote. Elle est importante pour la compréhension de cette question. Mouzito est Premier ministre, il arrive en Corée du Sud. Le même discours de Congolais, comme Félix Tshisekedi aujourd'hui. Nous ne formons pas nos enfants. Votre institut ici, ISTA, c'est un institut technologique. Il est de quel niveau? Si on doit mettre ça sur une échelle de 100 à travers le monde, il est au dernier niveau. Exactement. Alors vous attendez quoi pour... Comment vous allez développer un pays avec un être humain qui n'est pas à niveau? Le capital humain n'est pas à niveau. Vous allez devenir riche avec quoi? Avec les mines, vous pensez? Les Mouzito vient avec le même discours. Nous avons l'or, le cuivre, le cobalt. Venez investir chez nous, ça va nous permettre de nous développer. Les Coréens disent, nous n'avons pas développé la Corée du Sud comme ça. Nous avons envoyé nos enfants dans les plus grandes universités du monde. Quand ils sont revenus chez nous, ils ont fait plus qu'ils avaient appris dans ces universités. Vous êtes capable de faire ça? Dans les 10-20 ans, Félix a eu cette vision. Non, il a cette vision. Non, certaines aux États-Unis, attendez d'abord. Laissez-moi, les réformes, elles interviennent chaque mois et chaque jour, et ce n'est pas à travers la Constitution, c'est à travers les lois. Les lois sont faites pour les adapter très vite à ces réformes-là. Parce que je t'ai donné l'exemple du Japon, dont la Constitution n'a jamais été révisée. Dis-moi, il n'y a pas eu de réforme constitutionnelle, alors comment le Japon s'est développé? Tu peux m'expliquer? Tu peux te demander à qui c'est de m'expliquer ça? À Golempoyi ou à Ngonankoyi? Ou à Dédonné Kaloua, ou au pire des cas à Évariste Bochab. Dites-moi un peu. Quand aujourd'hui Elon Musk devient le premier riche au monde à atteindre les 13 chiffres, c'est la Constitution des États-Unis qui l'a amené à ce niveau-là? Ou c'est les conditions créées par les États-Unis? Et de sorte que son génie a eu à s'exprimer. Les mêmes génies ici au Congo mouraient sans produire un franc. Parce que les conditions ne sont pas là. Et les conditions, ce n'est pas la Constitution qui les crée. C'est le niveau d'enseignement, la qualité. Prenez un exemple aujourd'hui. Microsoft a investi en Nairobi $1 milliard dans la construction d'un data center. Une base de données. Au Congo, vous voyez Microsoft venir ici? Microsoft ne viendra pas. Pourquoi? Plusieurs raisons. Microsoft arrive ici. Il aura besoin du personnel qualifié. Vous l'avez sur place, vous ne l'avez pas. Microsoft doit faire venir un personnel qualifié. 10, 20, 50, 100 personnes de l'extérieur, ça va nous coûter plus cher parce qu'il va les payer comme expatriés. Mais ces personnes qualifiées, il va les trouver à Nairobi. Les universités là-bas sont d'un niveau de loin plus élevé que chez nous. Chez nous, on parle pour s'être fier dans le secteur des sciences humaines, droit et ainsi de suite. Mais dans le secteur technologique, technique et scientifique, nous sommes à quel niveau? Zéro. Voilà le développement. Ce n'est pas tous les CRS dont il parle là. Non. Voilà le développement. Le médecin congolais, quand il sort, il a quel niveau? Il y a tout du matériel didactique pour lui permettre de se mettre à niveau. L'IBTP ici, qui est devenu Isaou. À l'époque, avant le pillage des années 90, les gros pillages des années 90, c'était le premier laboratoire en expérimentation de béton en Afrique. Nous l'avons pillé nous-mêmes. Et aujourd'hui, qu'est-ce que nous avons fait pour répondre à cette place-là? Premier laboratoire d'expérimentation de béton en Afrique. Vous avez encore aujourd'hui une telle institution ici? Nous avions une centrale nucléaire ici. Une des premières en Afrique. Qu'avons-nous fait de cette centrale? Combien de spécialistes en nucléaire avons-nous formés depuis? Zéro. Depuis que Malou est mort. Il y en a combien? Tu en connais? Non. Mon frère est mort récemment. Comme permet mon propre frère, j'ai perdu un frère. C'est ce jour-là que j'apprends que les neurologues en Kinshasa sont en compter sur le bout des doigts. Ils sont, je crois, 5. Et il y en a dans toute la République ou bien... Bien raconter, mais quand je dis Kinshasa, c'est qu'ailleurs, il n'y en a pas. Hein?
Il y en a un là, il faut l'attendre tous les 6 mois parce qu'il n'est pas là, il est à l'étranger. Et vous pensez que vous allez développer le Congo comme ça en changeant la constitution? Avez-vous la vision du développement réellement? Je voulais ouvrir cette parenthèse-là pour que les gens arrêtent de mentir. Toutes ces constitutions, et j'ai pas fini, hein, celle de Belgique. Celle de Belgique, 196 ans. Celle de Norvège, 212 ans. Celle de l'Australie, 125 ans. Allez, monsieur. Ces pays sont très avancés. Très avancés. Alors, Mike, on rentre. La question posée. Apparemment, les régimes ne veulent pas, n'est pas pour ces dialogues inclusifs que l'opposition également essaye de... Il y a des fois, vous accordez, j'ai remarqué, de l'intérêt, de l'importance à des initiatives qui n'en valent pas la peine. Félix Tshisekedi propose à Joao Lourenço qu'il convoque le dialogue. Non, pas les dialogues. Mais c'est ça, non? Ouais. C'est ça de la question que tu m'as posée. Ouais. Et que ce soit lui-même le convocateur. Ouais. En guillemets. Il parle des états généraux. Attends, c'est ça, appeler les états généraux, lui appelle ça dialogue. Il appelle ça états généraux. Ouais. États généraux, je ne sais pas. Ouais. Il faut chercher l'expression consacrée. États généraux de la refondation de l'État pour les saluts de la patrie. Attendez. Avec 500 participants. Attendez, est-ce qu'on est sérieux? Est-ce que Félix Tshisekedi lui-même, quand il entreprend ses démarches, qu'est-ce qu'il pense de lui en tant que chef de l'État? L'Union africaine a proposé un dialogue et en a confié la facilitation à l'Angola. Ouais. L'Angola a fait une proposition. Félix Tshisekedi a rejeté cette proposition. Ouais. Lui va proposer alors qu'il va être le convocateur. Pourquoi il ne convoque pas directement? On est des convocateurs. Comment le convocateur peut proposer? Il veut convoquer, mais il demande la vie. Il est à la tête d'un État indépendant, souverain, mais il convoque. Qui prend une ordonnance. Est-ce que vous comprenez? Le chef d'État congolais propose à son homologue de convoquer. Non, attendez, vous rigolez, mais c'est le moment où je me demande s'il faut un rire ou un pleur. C'est clair, il joue la montre. Non, Mike, il soumet à débat. Non, attends. Certainement. Donc, toi, tu dois sortir de chez toi, aller chez ton voisin pour lui dire voilà, je te propose ce que je vais faire dans mon foyer avec ma femme. Hein? Il y a une médiation. Tu t'entends pas avec ta femme. Les tiers décident d'aider à la réconciliation. Ouais. On te propose un schéma. Tu le rejettes totalement. Et toi, tu dis, voilà, c'est... Non, tu n'as plus à aller. Tu leur dis, je ne veux pas de votre schéma. Et moi, je convoque mes états généraux. C'est cela, la souveraineté. Comment vous trouvez ça? Comment vous trouvez ça? Vous trouvez ça sérieux, ces démarches? Mais c'est pour avoir l'adhésion de l'opposition. Non, c'est pas pour avoir l'adhésion. Non, attends. Ouais. Les positions de l'opposition sont connues. Nous voulons un dialogue où Félix Tshisekedi vient comme une partie. Il essaie. Et lui, il ne veut pas de ça également. Alors, comment il va demander à son moment? Il dit, moi, je vais convoquer. Pour convaincre l'opposition, certainement. Attends, pour convaincre à quoi? Parce qu'il veut convoquer. C'est lui qui veut convoquer. Ouais. Il veut user de son pouvoir de chef d'État à la tête d'un État souverain qui en a à voir à solliciter le point de vue de Joao Lourenço là-dessus. Il veut un dialogue à lui. Façon Félix Tshisekedi. Il l'organise. C'est tout. Mais c'est bien ce qu'il a fait. Parce que dans ce qu'il a fait, le monde se rend compte que le véritable obstacle à la paix, c'est lui. Ah, d'accord. Que sa préoccupation n'est pas le retour de la paix, mais de toucher à la Constitution, qui en a à voir d'un dialogue qui devait se faire avec l'implication de l'Union africaine comme facilitatrice, d'y inclure la question de réforme constitutionnelle, du changement de la... qui en a à voir là-dedans. Donc maintenant c'est clair. Pour sur ce plan-là, ça c'est bon. Ça c'est bon, le monde a vu, l'Afrique a vu quelle est son intention profonde, qu'il ne veut pas de la paix. Ça c'est clair.
Mais quant au sérieux de la démarche, ah non, ça prête à rire ou à pleurer. Il n'a pas besoin de ça. Il n'a qu'à convaincre. Combien de fois a-t-il dit, mais je ne peux pas comprendre. Il avait déjà juré ici, devant, je crois, le Parlement réuni en congrès, si je m'abuse, qu'il allait convoquer des dialogues selon son entendement à lui, et sous l'égide des institutions nationales. Mais qu'est-ce qui l'empêche de le convoquer depuis tout ce temps? La réalité, c'est que Félix Tshisekedi joue la montre, il gagne du temps, mais sans être sûr que l'issue lui sera profitable. C'est ça le problème. Il gagne du temps, comme exactement Kabila à l'époque. Kabila avait raté la fin de son mandat à partir de 2015, quand il n'avait pas réussi à faire passer sa fameuse loi électorale. Et puis il a commencé à naviguer à vue, sans trop savoir où il allait. Et c'est comme ça que finalement, quand nous arrivons en 2018, il n'est même pas capable d'indigner un dauphin. Et il est surpris par les événements. Et un schéma improvisé l'a mis en mal jusqu'à ces jours. Félix Tshisekedi risque de se retrouver dans la même situation. Je te préviens. Il gagne du temps sans trop savoir. À quoi sert c'est gagner du temps? Ça lui profite en quoi? Ces pourrissements-là ne lui profitera pas. Ces pourrissements-là finira par faire comprendre au monde que c'est lui l'obstacle. Et des conséquences seront tirées à partir de ce moment-là. Et des gens y travaillent. Et donc nous y travaillons. Mais mais qu'est-ce qui pourrait causer cette manque ou soit cette crise de confiance entre l'opposition et le pouvoir? Parce que selon le pouvoir, faire un dialogue sous format de l'opposition comme l'opposition souhaite, ce serait un piège et contre leur pouvoir. Et du côté également, vous également, vous ne voulez pas un dialogue sous le format Tshisekedi. Qu'est-ce qui est à la base de cette crise de confiance? Est-ce qu'on peut se mettre d'accord que Félix Tshisekedi est une partie au conflit? Mais c'est un président d'abord. Attendez. Félix Tshisekedi en tant que majorité est une partie au conflit. Est-ce qu'on peut se mettre d'accord là-dessus? Moi, j'en apprends la preuve qu'il est une partie au conflit. Félix Tshisekedi a entamé via ses délégués des discussions à Doha avec la FCM23. Mais là, c'est un fait. Et que ces discussions ont produit un document appelé Accord cadre de Doha. Non. Et que dans l'accord cadre de Doha, le gouvernement de Kinshasa est mis à pied d'égalité avec le FCM23. Et que c'est un document, il est dit, les parties conviennent. L'intitulé, c'est d'abord accord cadre entre le mouvement de la République démocratique du Congo et l'FCM23, entre parenthèses, les partis. Ouais. Donc, à Doha, il y est allé et il a accepté qu'il ait une partie à la crise. Ouais. Et ça a été cristallisé dans un accord. Exactement. Alors, il faut qu'il commence par nous dire qu'il renonce à sa signature à Doha. Sinon, nous ne comprendrons pas qu'à Doha, il y a une partie. Ici, lui veut être le patron de l'initiative. Il faut d'abord qu'il dise qu'il renonce à Doha. Tant qu'il est lié à Doha, nous ne pouvons pas comprendre cette prétention qu'il soit lui, entre guillemets, le convocateur. En fait, en réalité, je peux le dire ainsi, il est lié. Il est lié. Mais il a signé comme parti. Il est lié, qu'il renonce. Tant qu'il n'aura pas énoncé, sur le plan international, tous lui bandiront cet engagement-là. Il est une partie, au conflit, il a reconnu. Mais je sais qu'il joue à la montre. Et je sais qu'en même temps, il y a des choses qu'il fait à l'international pour dire le contraire ici et continuer à entretenir les faucons du régime. Il faut toujours les calmer, on ne sait jamais, ça peut se retourner contre toi si tu ne sais pas les gérer, ces gens-là. Un peu ça. Oui. Et puis un jour, il faudra leur dire, bon, j'ai tout tenté, mais ça n'a pas marché. C'est là qu'on va arriver. Un jour, il reconnaîtra qu'il a tout tenté, mais que ça n'a pas marché, et qu'il ne reste qu'une issue, les dialogues. C'est cela. Ah, d'accord. Nous l'avons reconnu tous ici, lui aussi l'a reconnu, en s'engageant dans la voie du processus de paix, ce qu'il a dit, je ne peux pas gagner militairement. C'est ça le message. Et alors, si tu sais que tu ne peux pas gagner militairement,
pour imposer ton point de vue. Et alors comment tu peux penser ce que tu n'as pas pu obtenir là-bas, imposer là-bas, venir l'imposer aux autres par devoir des négociations? C'est impossible. Une négociation suppose des concessions de part et d'autre. Et nous sommes disposés. Les autres sont disposés. Nous tendons vers une année depuis la signature de l'accord de Washington. Alors, la question que l'opinion se pose également, on en est où là, à ce stade actuellement? Ça va prendre du temps, c'est certain. Ça prend du temps, ça va avancer, ça va choper à tel obstacle, et ainsi de suite, mais ça avancera. Ces deux documents-là sont incontournables aujourd'hui, l'accord de Washington et l'accord cadre de Doha. Et il faudra peut-être qu'il y ait un événement majeur de très grande portée qui change le rapport de force pour espérer sortir de ces documents-là. C'est ça même. Sinon, les partis signataires sont vraiment liés. Et c'est même là la difficulté de ce discours de changement de la Constitution. C'est notre piège. Notre piège dans lequel le régime est coincé. C'est que quand tu commences ta lecture de l'accord cadre de Doha, le premier paragraphe te dit en se référant, les considérants de cet accord-là, en se référant, c'est référent à la Constitution de la République démocratique du Congo. Donc si vous dites changement de constitution, c'est une remise en cause de... Non mec, laisse-moi terminer. Je ne peux pas terminer. Si vous dites changement de la constitution, donc c'est une remise en cause de l'accord cadre de Doha. Quand ils ont signé, ils ont dit c'est référent. C'est la constitution de 2006, c'est aussi ça. Et notre pied dans lequel ils se sont enfermés eux-mêmes. Mais ça ne va pas jouer aujourd'hui contre eux. Incessamment, dans les 3-6 mois à venir, comme toujours un piège qui se referme lentement, ça va se rabattre sur le régime. T'en fais pas. Mais Mike, le pouvoir, selon certaines personnes, que les réformes exigées dans cet accord de Washington qui nécessiteraient même les changements de la Constitution. Non, ce sont des proclamations. D'abord, tu es journaliste, tu n'as pas eu accès à cet accord-là. Il a été soumis à l'examen à l'Assemblée nationale pratiquement à huis clos, j'ai l'impression. Sans débat même. Est-ce que toi, tu l'as déjà lu? Tu ne l'as jamais lu? Mais on t'a dit que cet accord t'impose à toi des réformes. C'est quelle réforme? Les chefs l'ont dit. Attendez, oui, mais qu'on nous amène cet accord. C'est lui qui a signé. Attends, il a signé en son nom ou en ton nom? Pourquoi tu le laisses signer des documents sans que tu aies un œil pris à connaissance? Comment les Congolais on peut être irresponsables à ces niveaux? Quand Godin Poy parle des exigences qu'il y a dans ces accords, c'est quelles exigences? Moi je ne connais pas, lui il les connaît. Il les a lues où? Il est supposé que ces exigences-là soient mises à la portée de tous les Congolais. Il ne s'agit pas des exigences de la maison de l'église de Godin Poy. C'est du Congo. De quelles exigences? Parlons-en maintenant publiquement. Mais quand Godin Poy vient, c'est cela, j'ai dit, il n'y a pas de presse au Congo. Vous ouvrez le pouvoir à ces gens. Les exigences, demandez à Godin Poy, quelles exigences? Il les met sur la table. Vous commencez à lui poser des questions sur ces exigences-là. Lesquelles? Et puis pourquoi nous on doit se soumettre aux exigences de notre État jusqu'à aller toucher notre constitution? C'est quelles exigences-là? Et tu sais que tout le monde aujourd'hui est au courant, entre autres concessions graves de la République démocratique du Congo aux États-Unis d'Amérique, c'est par exemple le droit de préemption qui est établi dans cet accord. Donc, pour que nous fassions cession ici ou là-bas, sur n'importe quelle partie du territoire de cession d'une mine, nous devons d'abord nous en... C'est cela les exigences. Ça c'est un bradage, ça. Donc c'est aux Américains d'apprécier s'ils ne sont pas intéressés, et après ils peuvent dire vous pouvez vendre. Donc ils peuvent ne pas avoir de fonds pour investir, mais vous dites ne vendez pas. Parce que ce n'est pas le gouvernement américain qui va mettre la main à la poche. Ce n'est pas le gouvernement américain qui va dévier les cordons de la bourse. Comme Godin Poy Assemblée voulait faire croire, ces 500 millions de dollars existent où dont il a parlé. Ok, il a fait allusion. Quelle est la source américaine où il a puisé cette information? Et vous l'avez laissé produire cette contre-vérité comme ça. Toute la presse ici. C'est 500 millions de dollars. Regardez l'Iran qui a été détruit, les États-Unis et en discussion avec l'Iran. Les États-Unis proposent combien? 300 milliards. Là où ils ont de gros intérêts. Mais c'est échelonné sur plusieurs années.
Est-ce que nous avons la capacité de consommer 500 milliards aujourd'hui si on le met à notre disposition en termes d'investissement, d'infrastructure? Est-ce que nous avons cette capacité? Vous ne demandez pas du courant électrique pour les miniers qui sont présents ici. Vous cherchez encore du courant ici avec un projet appelé Kitsuka Power sur le fleuve Congo. Alors si les miniers viennent ici, ils vont trouver du courant électrique. Vous racontez des histoires. La RDC n'a pas la capacité de consommer en 2, 3, 4 ans 500 milliards. Même pour la construction, vous avez vu les difficultés que les entreprises de construction ont rencontrées. Les engins, c'est compte sur le bout des doigts. Donc, quand il faut construire un cadre, il faut attendre des engins qui partent de Kinshasa. Vous voulez rigoler, vous avez la capacité de consommer 500 milliards de dollars dans les infrastructures, je ne sais dans quel projet en 5 ans, vous allez les faire comment? Mike, on dit des exigences. Lesquelles? Lesquelles ces exigences? Lesquelles? Que moi je ne connais pas. Il faut les mettre sur la table. Et encore, on ne peut pas nous imposer ça comme ça d'autorité. Parce que ce que vous avez signé là, vous l'avez signé sans notre implication. Mike, on va finir très rapidement. On prend la ville de Kinshasa. On ne peut pas recevoir Mike Mukeba sans pour autant parler de la ville de Kinshasa. Avec la task force créée au niveau de la présidence, la question numéro 1. Entre le gouverneur actuel, Daniel Bumba, et général Kabouiki, qui est précédent? Bon, cette question est très complexe. La complexité de cette question tient d'abord à quoi? Tient d'abord à ceci, que le chef d'État n'a pas eu le pouvoir de retirer des prérogatives reconnues à une province pour les attribuer à une quelconque structure. Le chef de l'État n'a pas cette compétence. Il n'a pas cette compétence, il n'a pas. Mais comment il a fait alors? C'est un abus. Ah, c'est un abus? C'est un abus, c'est clair. On peut ça n'a rien à voir. Cette décision du président. Ah oui, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir avec la compétence ou l'expertise du service national. Rien à voir. Ça, je parle de l'aspect juridique de la question. Donc, c'est possible que là, ce sont des députés qui peuvent le faire ou bien c'est la ville? Il s'agit d'une prérogative de la ville. Ah, les prérogatives sont réparties entre le pouvoir central et les provinces au terme de la Constitution. Et c'est vraiment clair. Mais c'est fait que depuis Kabila, ces clivages-là, cette démarcation-là n'est pas respectée à tous les niveaux. Le pouvoir central en profite, puisqu'il intervient beaucoup dans la gestion des provinces, et il se permet tout. C'est ça ce qui est grave. Ben alors, maintenant, là, la question, c'est de savoir, vous avez mis cette task force en place, et on s'est dit, il y a de l'expertise, il a déjà fait ses preuves, Jean-Pierre Kassomokawi, dans un secteur donné, et il peut donc utiliser cette même d'œuvre-là pour Kinshasa. Exactement. Mais la question maintenant, c'est ça, la question de moyens. J'ai entendu que dans les fonds empruntés auprès des partenaires privés sur le marché financier international, que 250 millions de dollars allaient être alloués, affectés donc à l'assainissement dans la ville de Kinshasa et à la création d'emplois. Je ne comprends d'abord pas ces termes de création d'emplois. Vous allez créer des entreprises en finançant quoi? Qu'est-ce qu'ils vont financer? Parce que je vois quand même qu'on nous présente ces projets-là. J'ai entendu d'où il faut pas présenter ce projet, mais je ne comprends pas grand-chose. Hein, je ne sais pas combien de millions de dollars, des dizaines de millions de dollars seront affectés à ces projets-là de création d'emplois. Je ne sais pas comprendre. Qu'on nous dise clairement c'est quoi un projet appelé création d'emplois. Je ne sais pas comprendre ça. Qu'est-ce qu'on va en fait créer pour créer des emplois? Je n'y comprends rien. Le soit il y a 250 millions de dollars. Là, il existe un basket fund, un fonds. Il s'agit maintenant de travailler à ce que ces fonds soient disponibles, soient bien gérés. Et qu'il y ait un plan, un programme élaboré. Est-ce que ça, on permettra que Bumba et Jean-Pierre Kabou mettent ça en place? Ça, c'est la question. Parce que vous savez comment ça se passe ici, depuis que Tshisekedi est en responsabilité. Il y a comme ça des fonds qui doivent être débloqués, mais c'est géré par des conseillers à la présidence de la République. Ouais. C'est cela le plus grand problème ici. Mais c'est quand même... S'ils ne gèrent pas directement, ils interfèrent dans la gestion. Il s'agit aujourd'hui d'élaborer un programme. Existe-t-il un programme? Parce que la question d'assainissement à Kinshasa, je l'ai déjà dit ici, je le répète, il ne s'agit pas d'écurer les caniveaux, ça et là-bas, et de s'arrêter. Non. Il s'agit d'une question qui demande un programme. Et des fonds, 100 millions, 200, 300 millions de dollars. Et un programme avec plusieurs aspects.
Entre autres aspects que j'ai toujours évoqués ici, l'aspect de la désimperméabilisation de la ville de Kinshasa. Il faut rendre le sol de Kinshasa perméable pour qu'une partie de l'eau de pluie s'infiltre dans la nappe phréatique. Nous avons abîmé le sol ici chez nous avec les déchets plastiques partout. Voyez-vous ce que ça peut coûter une telle opération? Il faut un investissement dans le secteur des investissements, des investissements dans le secteur des infrastructures vertes, des bassins de rétention, ainsi de suite. Il faut de la rigueur dans la gestion de l'urbanisation. Tout un programme qui va demander beaucoup d'argent. Est-ce qu'on va laisser à Bumba et à Jean-Pierre Kaboui mettre en œuvre, concevoir un programme, les présenter à qui de droit, et on leur dit, vous avez le coup de franche, vous avez la liberté, vous pouvez donc exécuter le programme. Bien sûr, des mécanismes seront mis en place pour le contrôle trimestriel ou semestriel et que ça ne dérive pas. Mais est-ce que ces conditions-là seront créées? Je ne sais pas, je ne les sens pas. Ah, d'accord. C'est là le grand problème. Mais entre-temps, également, avec la création de cette structure-là, pour gérer l'assainissement dans la ville de Kinshasa, alors, quelle pourrait être la suite de la Raskin? Bon, il y a un problème. Depuis Kabila à ses jours, la Raskin régie l'assainissement de Kinshasa reste celle qui a l'expertise dans ces secteurs-là. Ouais. Ces cadres ont été formés, mis à niveau régulièrement, mais Raskin est toujours laissé en marge de la gestion de la ville de Kinshasa, qui Mouta l'avait pratiquement abandonné. D'ailleurs, au départ, ça ne s'appelle pas Raskin, ça a été rebaptisé, pas quelque chose comme ça. C'est toujours une entreprise qui ploie sous des impayés des salaires, une existence de matériel, il n'y a pas d'engin, il n'y a rien. Quand Ngobila arrive, qu'est-ce qu'il en fait? À la place de Raskin, il préfère promouvoir sa brigade Kinshasa Bopeto, qui n'a pas donné de résultats. J'ai entendu Godé Poyi s'est félicité qu'à notre époque, ainsi de suite, mais Kinshasa s'inondait autant. Peut-être que ça s'est aggravé ici à cause de l'accumulation d'avant et du mandat de Godé Poyi et de Ngobila, c'est ça aussi. Parce qu'à l'époque, j'ai crié déjà que Kinshasa s'inonde. Mais l'Assemblée provinciale de Kinshasa s'inondait déjà, non, à l'époque. Hein? Est-ce que vous savez que nous avons vécu des spectacles indigènes, des débordements de fosses septiques à l'Assemblée provinciale de Kinshasa? C'est vrai. Vous savez, j'ai jamais voulu le dire. Fosses septiques qui débordent. Débordement. À l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Quoi? Fosses septiques qui débordent. Au siège de l'Assemblée. C'est ça? Tu l'as entendu. Et c'est grave. Et c'est cela le problème. Et là, je viens de suivre le dernier épisode. Depuis ubuesque. C'est qu'un député provincial a interpellé le directeur général de Raskin. C'est logique. Attends, mais j'avance. Celui-ci a préféré démissionner plutôt que de répondre. Vous voyez combien c'est risible. Mais il a raison, le pauvre. Mais les députés qui l'interpellent là, quand ils élaborent leur budget, ils se demandent quelle est la ligne budgétaire qu'ils réservent à l'assainissement dans la ville de Kinshasa, à Raskin. Il va l'interpeller pour le rendre comptable de la gestion de quoi? La gestion de quoi? La Raskin reçoit combien de la ville de Kinshasa pour assurer l'assainissement? Quasiment zéro. C'est un peu comme un peu les lignes auto. Tu connais les lignes auto quand on était petit? Il se débrouille quoi. Bon, prends 10 000 $ débrouille-toi. Et bien, il se débrouille, c'est ce qu'il peut faire. C'est ce qu'il peut faire avec. Vous allez l'entendre sur quoi? Parce que vous avez le budget et vous savez que vous n'allouez pas de fonds, en tout cas pas assez considérable pour que ce genre-là travaille. Ben alors maintenant, pour faire un peu du populisme, on interpelle les DG de la Raskin. Comme ici à Kinshasa, quand on interpelle les DG de la SNEL, quand on interpelle les DG de la SNEL à l'Assemblée nationale, dites-vous que c'est une grosse blague, c'est une parodie, c'est un vaudeville. Le problème du courant électrique doit être réglé d'abord au niveau national au Congo dans la situation actuelle. C'est d'abord un problème de production. C'est de gros problèmes, la SNEL ne peut même pas répondre à ces problèmes. Elle ne peut pas. Alors le pauvre l'a interpellé, plutôt que de se poser la question sur la politique du gouvernement. En ce qui concerne les investissements dans le secteur électrique.
Alors. Les investissements, ils sont où? Il n'y en a presque pas. Et d'ailleurs, j'ai oublié de te dire, pendant qu'on se flatte ici, qu'avec une constitution de 18 ans, la Corée du Sud possède une entreprise qui participe à plus de 20% au produit intérieur brut du pays. Mais ici, depuis que Félix est là, les entreprises publiques se sont endettées davantage. Tu connais la hauteur de la dette totale des entreprises publiques depuis que Félix Tshisekedi est là? Combien? 5 milliards de dollars. Pour la SNEL, à elle seule, 2 milliards de dollars. Qu'est-ce qu'ils en ont fait? 10 milliards. Endettement. Mielo. 5 milliards. 5 milliards pour les entreprises. Tu n'es pas au courant? La SNEL a elle seule 2 milliards. 2 milliards. La SNEL, attendez. Et ils ont fait quoi avec ça? La SNEL va rembourser cet argent quand? Quand et comment? Quand et comment? Donc, elle ira encore s'endetter pour payer, habiller, déshabiller simplement pour habiller. 2 milliards de dollars. Qu'est-ce qu'ils en ont fait, les 2 milliards d'endettement de la SNEL? Hein? Alors, Mike Moukebaye, on va finir avec le C64. Vous allez tenir encore une activité pour ce 8 juillet. La question que l'opinion, pas l'opinion, surtout beaucoup plus les sympathisants du pouvoir, pourquoi la destination de votre activité, c'est les palais de la nation? Et ce n'est pas une provocation, ce n'est pas... Mais pourquoi? Attendez. Il y a beaucoup de... Attendez. Des sites, de beaucoup d'endroits que... Attendez. Ne m'allons même pas dire que ta question est tendancieuse. Non, mais je pose la question... Que tu cherches à mettre l'opposition en difficulté. Mike Moukebaye, c'est ce qui s'est dit dans l'opinion, surtout du côté du pouvoir. Sommes-nous en démocratie ou non? Oui, nous sommes en démocratie. Quand on est en démocratie, c'est les primats de la loi. Ouais. La primauté de la loi. Ouais. Ce sont les textes de loi qui nous dictent le comportement. Je ne sais pas s'il existe des dispositions, à quelque niveau que ce soit, qui disent qu'il est interdit que des Congolais décident d'aller exprimer leur opinion devant le palais de la nation. Exprimer simplement leur opinion. J'ai vu des gens manifester devant la Maison Blanche aux États-Unis. J'ai vu. Il y en a qui manifestent ici, nous avons des images devant l'Élysée. Mais alors, quand vous dites que c'est de la provocation, vous tirez ces déductions-là d'où? Il faut nous le dire. Parce que nous, comme on est des bonnes foi, et des bons démocrates, on dit oui, on va aller le lui dire à lui, chez lui. Même si d'ailleurs, par ailleurs, il ne travaille pas là-bas. En réalité, vous savez qu'il ne travaille pas là-bas, non? Ouais. Toi, tu le sais, non? Ouais, je sais. Alors, en plus. Je sais. Quand il a reçu le Burundais, hier, il a reçu. À la cité. Bah, arrêtez de nous tourner en comme ça. Mais est-ce. Mike Moukebaye, ces sites seraient un peu. Est-ce un peu quoi? Les sympathisants, vos sympathisants, pourraient avoir la même compréhension d'une activité pacifique comme les sympathisants américains, des partis politiques américains, ainsi de suite. Pourquoi vous pensez que le Congolais ne peut pas être considéré au même titre que les Américains? Non, je parle de la compréhension, Mike Moukebaye. Ouais. Ici, quand on parle d'une image, c'est-à-dire que... Non, attends, tu as organisé un sondage pour avoir la compréhension de l'ensemble des clients sur la question, ou bien c'est ta compréhension à toi que tu vas attribuer à l'ensemble. On vous a accusé lors du sit-in ici d'armer vos sympathisants des armes blanches, non? Attendez. La prochaine fois, à ces questions-là, je ne répondrai pas. Parce que j'ai répondu... des images. Ouais, Mike. J'ai répondu à une question de même nature. C'est nous qui infiltrons les forces du progrès pour le retourner de leur mission, et ainsi de suite. J'ai répondu. Et maintenant, tu me dis, on nous a accusés. Mais ça a été établi selon eux, que certains de nos manifestants étaient en possession des armes blanches. Mais quel État exerce son autorité? Qui a-t-il des puissants? C'est ça. Il ne faut pas vous dire à moi, toi, t'es journaliste, on vous a accusé. Si vous accuse, c'est celui-là qui est supposé faire régner l'ordre. Maintenir l'ordre public. Lui, il faut accuser verbalement. Bon, c'est quoi ça?
Donc vous n'allez pas changer de destination? De toute façon, la décision ne me revient pas, s'il te plaît. Ah, d'accord. Merci. Elle ne me revient pas. Vous n'allez pas changer. Je te dis que la décision ne me revient pas. Et l'itinéraire, c'est comment, Mike Mukiwa? Vous allez partir d'où? Elle sera connue incessamment. Ah, d'accord. Le présidium est en train de se pencher là-dessus. Je crois que si c'est passé le week-end, peut-être que la semaine prochaine, l'itinéraire sera connu. Et quel est d'abord le bilan, d'après vous, de vos deux activités récentes, c'est-à-dire la ville morte et puis les sit-ins? C'était une réussite ou bien c'était pratiquement, ça fait un flop? Bon, écoute, je crois que je l'avais déjà dit, que notre sit-in avait été un succès. Ah, d'accord. Ouais, notre sit-in avait été un succès. Vous pensez que la marche aussi pourrait être un succès? Ouais, parce que écoute, le peuple congolais a déjà montré qu'il n'était pas disposé à permettre à qui que ce soit de s'octroyer une présidence à vie. Il s'était dressé contre Kabila. Moi, j'ai toujours misé sur cet élément-là, en me disant qu'en fait, Tshisekedi ne pourra pas faire passer son projet. J'aimerais qu'aujourd'hui, il l'a compris. J'ai toujours misé sur cet élément. C'est le même peuple. Ouais. Rien n'a changé, c'est le même peuple. Il a refusé ça à Kabila. Il n'est pas disposé à offrir ça à Tshisekedi. C'est cela, c'est sur ça que j'ai toujours misé. Tout le temps que nous étions traités d'opposition à PT, j'étais fort, moi, ancré sur cette conviction qu'il viendra un moment où nous pourrons alors amener ces peuples à s'exprimer. Ils s'expriment. Et puis quand tu parles de la manifestation du 8 juillet prochain, tu sembles la circonscrire qu'à Kinshasa. Non. Cette fois-ci, nous appelons à la mobilisation à travers tout le pays, toutes les grandes villes du pays, toutes les qualités de la République démocratique du Congo. Et il y a déjà... Même à Goma, il y a des prédicateurs qui ont été déployés un peu partout, qui font le travail un peu en souterrain. Et il va y avoir une grande mobilisation un peu partout. Pourquoi pas à Goma? Donc les Gomatraciens n'ont pas le droit de s'exprimer sur des questions d'importance majeure en ce qui concerne la vie nationale. Et ils n'ont pas le droit. Oui, nous allons travailler à ce que le Congolais là-bas s'exprime. Ah, d'accord. Ouais, nous pensons que ça ne va pas contrarier la CR23. Nous pensons en tout cas. Vous ne voyez pas ce qui va contrarier que de laisser des Congolais manifester à Goma et à Bukavu pour défendre la Constitution de 2006. Nous ne voyons pas. Ah, donc nous l'avons appelé. Reste les mêmes oui. Et d'ailleurs, pour nous, c'est encore fondamental que Goma et Bukavu s'expriment parce que, tel que Félix a lancé le débat dans des circonstances où deux provinces échappent au pouvoir au contrôle du pouvoir central, ça donne l'impression que ces provinces-là sont marginalisées. Certains parlent même de la voie de balkanisation. Donc, si elles s'expriment, c'est des provinces, je crois que ça va être aussi interpellatoire pour Félix Tshisekedi, non? Tu ne trouves pas? Vous attendez également à un appel de l'Église de dire à la population ou bien vous n'attendez pas? Bon, je l'avais déjà dit, je ne sais pas ici, j'ai dit que nous comptions sur des alliés. Qu'un allié allait s'exprimer très vite et que notre allié, lui, il est encore là, il pourra se prendre à tout moment. J'ai dit que nous avions des alliés, c'était d'abord la mémoire, les sons de Rossi Mukendi et de Thérèse Kapangala. Pour nous, c'est un élément métaphysique important dans le combat référent qui peut toujours jouer et qui jouera d'ailleurs dans les semaines et les mois à venir. L'autre allié, c'est l'Église catholique. Ce n'est pas que j'ai dit, nous nous flattons sur notre allié, mais non, c'est un combat naturel. L'Église les porte depuis Malula, Etchou, Monsengo. C'est d'être proche des aspirations populaires. Et il s'est fait convergence que nous sommes dans le même voie que l'Église. Peut-être que demain, inévitablement, nous allons nous mettre ensemble. Nous l'avons fait par le passé. Pourquoi ne pas le reproduire? Ça gênerait qui? Je ne peux pas comprendre que ça gêne Kabouya aujourd'hui. Quand nous l'avons fait à l'époque contre Joseph Kabila, ça ne l'avait pas tant gêné. On finit avec ensemble très très rapidement. Je vois des restaurations, des nominations. Qu'est-ce qui se passe? Ça cache quoi? Non. Ce sont des restaurations au niveau d'un parti politique. Ah, d'accord.
n'y a-t-il pas un agenda caché derrière? Que l'agenda est un parti qui restructure. Bon, voilà. Nous sommes en train de redynamiser le parti et donc il y a de restructuration à plusieurs niveaux. Hein, et ça ne fait d'ailleurs que commencer. Voilà quoi. Ah d'accord. Merci beaucoup. Mike Moukébaye, je pense qu'on va se retrouver très prochainement après, je crois bien après ou bien avant la veille de la marche. Nous allons nous retrouver en tout temps et en tout lieu ici sur toute l'étendue de la ville de Kinshasa, mais nous allons nous retrouver, il n'y a pas de problème. Merci donc beaucoup. Nous appelons les Kinois à se mobiliser le 8 juillet. L'itinéraire sera communiqué. Le Kinois, mobilisez-vous pacifiquement à main nue. Nous allons faire connaître à Félix Tshisekedi notre opposition farouche à tout changement de la Constitution. Nous ne demandons qu'une chose, qu'il termine son mandat et qu'il prenne la voie de l'après-pouvoir. C'est aussi simple que ça. Hein? Le président reste en fonction jusqu'à l'installation, voilà quoi. Le président reste en fonction jusqu'à l'installation du nouveau président. Je pense que cet article sera toujours d'application. Mike, merci d'être passé. Non, c'est à moi de te remercier. Merci également. Je suis infiniment touché. Merci beaucoup de me recevoir. Merci au président Jimmy Carter. Namouni ensemble Betavi et salut bien. Namouni équipe mobilisée. Dieu merci également. Toujours très proche na Mike Moukébaye. Namouni qui image il y a City, namouni honorable Venozobunda, Ozawana, Babeti, il y a gaz, gaz. Na City. C'est à quoi nous sommes frottés. J'en ai jamais fait l'expérience. Oh, c'est vrai? Non. Tu n'as jamais. Je porte des marques ici. Je n'ai jamais connu ça. Oh, jamais? Des grenades lacrymogènes. Ce n'était pas des qui sont tirées devant nos pieds. Des lacrymogènes. Et qui font voler des éclats dans tous les sens. Regarde tous ceux qui ont été blessés, c'est suite à des éclats. Ça, c'est des grenades lacrymogènes à fragmentation. Donc, prohibées par le droit international. C'est très grave. Nous sommes sur cette question-là. Vous verrez ce que ça va donner. C'est très grave ce qui a été utilisé. Vous avez documenté tous les cas. C'est documenté, mais les éclats ont été retrouvés dans les jambes d'Ados Nombasi. Moi-même ici, je porte des marques ici. J'ai été blessé. Et maintenant, vous allez faire quoi? Vous allez saisir la communauté internationale? Déjà saisi. C'est pas la communauté internationale, vous allez la saisir. Nous avons saisi les instances compétentes. Comme? Non, ben, il n'y a pas comme, nous avons saisi. Comme quelle instance? C'est ça la question. C'est des grenades lacrymogènes à fragmentation prohibées. Et c'est comme ça, les gens se demandent, mais comment ils se retrouvent tous blessés? On n'a jamais vécu ça. Oui, parce que nous avons eu affaire à des grenades lacrymogènes à sous-munitions. Mais et vous n'avez pas peur pour le 8, vous ne reculez pas face à ça. Vous allez encore affronter ces gaz-là. Vous voulez quoi? Nous avons une opinion à exprimer. Ah, d'accord. Nous n'avons pas de gaz à inhaler. Si le régime décide de nous faire le plaisir de tirer des gaz lacrymogènes sur nous, nous nous offrons un holocauste. Merci, monsieur. Merci. Merci. Nous serons là. Beaucoup de courage à tous les peuples congolais. Merci à toute l'équipe technique. On se retrouve très prochainement. Président Jimmy Carter, toujours présent, toujours actif. Normalement, il y a une marche. Car non honorable, merci plutôt. Je suis Grammy Glégon, que les dieux de toutes les inspirations continuent de nous inspirer et de vous inspirer autant. Au revoir.